Довольно сложно даже для каких-то советских людей. У него текст очень такой. Imaginez un instant que vous teniez entre vos doigts tremblants un minuscule rectangle de carton jauni, un simple ticket de métro parisien datant de plusieurs décennies pour le monde entier. Ce n'est qu'un déchet insignifiant voué à la poubelle, mais pour une femme, ce morceau de papier représente le poids écrasant d'une vie entière d'amour et de tragédie. C'est sur ce support dérisoire que Vladimir Vysotsky, la voix la plus puissante et la plus torturée de Russie, a griffonné ses ultimes vers d'amour avant que son cœur ne s'arrête brutalement en 1980. Marina Vladi a gardé ce ticket contre sa poitrine comme une relique sacrée, un talisman brûlant qui la reliait à l'homme de sa vie par-delà la mort. Durant 35 longues années de silence et de deuil, mais un jour de 2015, à la stupeur générale, elle a commis l'impensable. Dans une salle de vente aux enchères froide et impersonnelle, sous les regards accusateurs d'une partie du public qui criait au sacrilège, elle a décidé de se séparer de tout, le ticket de métro, le masque mortuaire de son mari, les lettres intimes, tout a été dispersé sous le marteau du commissaire-priseur. Pourquoi cette sorcière aux cheveux d'or, cette icône que l'on croyait intouchable, a-t-elle décidé de vendre son âme au plus offrant? Était-ce par avidité ou était-ce le geste désespéré d'une survivante cherchant à couper les chaînes d'un passé qui menaçait de l'engloutir vivante? Bienvenue sur votre chaîne Icône et Silence, le sanctuaire où nous osons regarder derrière les masques de la gloire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire bouleversante de Marina Vladi. À 87 ans, elle est la dernière légende debout, une figure solitaire qui a survécu à une hécatombe sentimentale. Le public français se souvient d'elle comme de la beauté slave qui a illuminé les écrans des années 60. L'incarnation d'un idéal romantique et mystérieux. Pourtant, derrière les portes closes de sa retraite, Marina Vladi mène un tout autre combat. Elle n'est plus seulement une actrice, elle est devenue la gardienne des tombes, celle qui a eu la terrible tâche d'accompagner vers la mort tous les hommes qu'elle a aimés. Mais le plus grand secret de sa vie n'est pas dans ce qu'elle a perdu, mais dans ce qu'elle a dû affronter pour survivre. Elle a décidé de briser le silence et de pointer du doigt les véritables coupables, non pas des individus, mais des forces invisibles, des frontières infranchissables et des démons liquides qui ont volé ses rêves. Avant de comprendre pourquoi elle a voulu tout effacer, nous devons remonter au tout début, là où l'innocence s'est brisée pour la première fois. Pour comprendre la profondeur des abîmes que Marina Vladi a traversés, il faut d'abord déchirer le voile de perfection qui a entouré sa jeunesse. Le monde entier a été ébloui par son apparition dans le film culte La Sorcière en 1956, où elle incarnait une beauté sauvage, presque irréelle, courant pieds nus dans les forêts scandinaves. Du jour au lendemain, elle est devenue le fantasme de toute une génération, une divinité blonde aux yeux slaves insondables. Mais ce que le public ignorait, aveuglé par les paillettes, c'est que cette déesse n'était encore qu'une enfant terrorisée, forcée de grandir trop vite, la mort prématurée de son père, Vladimir de Poliakov, alors qu'elle n'avait que 13 ans, a brisé son insouciance en 1000 morceaux. Marina, la cadette des 4 sœurs, n'a pas eu le luxe de l'adolescence. Elle est devenue un pilier, travaillant sans relâche pour soutenir sa famille, cachant sa vulnérabilité derrière ce masque de froideur énigmatique qui allait devenir sa marque de fabrique. C'est dans ce tourbillon vertigineux, alors qu'elle cherchait désespérément un repère masculin pour combler le vide laissé par son père, qu'elle est tombée dans les bras de Robert Hossein. Il était ténébreux, charismatique, un génie théâtral, bouillonnant d'idées et d'angoisse. Aux yeux des magazines, il formait le couple en or du cinéma français, l'union parfaite de la belle et de la bête intellectuelle. Robert est devenu son Pygmalion, la sculptant à travers ses films, la magnifiant sous les projecteurs, tout en l'enfermant, peut-être inconsciemment, dans le rôle de la muse silencieuse et inspiratrice. Mais la réalité des coulisses était bien loin du conte de fées imprimé sur papier glacé. Aimer un créateur obsédé par son art est une épreuve de chaque instant. Une danse épuisante où l'on doit sans cesse s'effacer pour laisser briller l'autre.
Marina s'est retrouvée mère très jeune, jonglant entre les biberons et les plateaux de tournage, portant sur ses frêles épaules le poids d'une double vie exténuante. L'effondrement de ce premier mariage a sonné comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ce ne fut pas seulement une séparation, ce fut l'effondrement de son idéal de famille, la première fissure majeure dans le cœur de celle qui croyait que l'amour pouvait tout vaincre. Elle s'est retrouvée seule avec ses 2 fils, blessée et désillusionnée, apprenant à la dure que la passion artistique brûle souvent ceux qui s'en approchent de trop près. Robert Hossein est resté un ami cher jusqu'à la fin, mais en quittant ce premier foyer brisé, Marina pensait avoir connu le pire de la douleur amoureuse. Elle se trompait lourdement, le destin ne faisait que s'échauffer, lui préparant une rencontre qui allait redéfinir le sens même du mot souffrance. À des milliers de kilomètres de là, dans les rues enneigées de Moscou, un loup à la voix rauque commençait à hurler et son appel allait bientôt traverser les frontières pour l'entraîner dans une tempête dont on ne revient jamais indemne. C'est à Moscou, par une nuit glaciale de 1967, que le destin de Marina Vladi a basculé définitivement dans une autre dimension. Elle a rencontré Vladimir Vysotsky, et ce ne fut pas simplement une rencontre amoureuse, ce fut une collision cosmique, et il n'était pas le prince charmant des contes occidentaux. Il était petit, trapu, le visage marqué par la fatigue, mais dès qu'il ouvrait la bouche, sa voix rauque et déchirante semblait porter la souffrance de tout un peuple. Pour Marina, habituée au raffinement parisien, Aimé Vysotsky revenait à embrasser un volcan en pleine éruption, une force de la nature indomptable qui allait consumer son âme. Ce fut le début d'une passion dévastatrice qui s'est jouée sur le fil du rasoir, écartelée entre 2 mondes que tout opposait, un amour impossible tentant de survivre à travers les mailles serrées du rideau de fer. Imaginez l'angoisse insupportable d'un couple séparé par des milliers de kilomètres de silence hostile et des frontières hérissées de barbelés. Pendant 12 ans, Marina a vécu une double vie épuisante, devenant une nomade perpétuelle, une voyageuse sans repos. Elle s'est transformée en une véritable contrebandière de l'amour, remplissant ses valises de médicaments introuvables en URSS de vêtements et surtout d'espoir pour les apporter à son mari prisonnier de son propre pays. Leur lien ne tenait souvent qu'à un fil ténu, le cordon du téléphone. Combien de nuits Marina a-t-elle passé, assise seule dans le noir, à Paris, le combiné pressé contre son oreille jusqu'à la douleur, écoutant Vladimir lui chanter ses nouvelles compositions à travers les grésillements d'une ligne surveillée. Ses appels coûtaient une fortune, ils ont englouti toutes ses économies d'actrice, mais c'était le prix à payer pour entendre respirer l'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie. Elle s'est battue avec une férocité de lionne contre une administration de glace, usant de son charme et de ses relations politiques pour obtenir ses précieux visas qui lui permettaient de le rejoindre, ne serait-ce que pour quelques jours. Mais le véritable ennemi qui menaçait leur bonheur n'était pas seulement le système bureaucratique ou la distance géographique, c'était un monstre bien plus insidieux, tapi à l'intérieur même du poète, l'alcool et la morphine. Marina ne s'est pas contentée d'être une épouse, elle a dû endosser le rôle d'infirmière, de gardienne de prison et de mère protectrice. Elle a passé des nuits entières à le chercher dans les bas-fonds de Moscou, à le tirer hors des griffes de ses faux amis qui l'idolâtraient en lui versant verre après verre. Elle l'a traîné de force dans des cliniques de désintoxication, a supplié, a menacé, a pleuré, tentant désespérément de retenir un homme qui courait vers sa propre destruction. C'était une lutte inégale contre des démons trop puissants. Et puis, l'inévitable s'est produit le 25 juillet 1980, alors que Moscou était en effervescence pour les Jeux Olympiques et que Marina l'attendait anxieusement à Paris. Le téléphone a sonné à 4 heures du matin. Cette fois, ce n'était pas sa voix rauque à l'autre bout du fil, mais celle d'un étranger annonçant l'irréparable Volodia est mort. Le cœur du poète s'était arrêté, brisé par l'excès de vie et de souffrance à cet instant précis. Une partie de Marina est morte avec lui. Elle se retrouvait veuve à 42 ans, coupable d'avoir été absente au moment fatidique, seule face à un vide immense que rien ne pourrait jamais combler. Elle pensait avoir touché le fond de la douleur humaine, mais le destin, dans sa cruauté infinie, n'en avait pas encore fini avec elle, car survivre à une légende est parfois plus douloureux que de mourir avec elle.
Après avoir été calcinée par la fureur de vivre moscovite et avoir laissé une partie de son âme dans la tombe de Vysotsky, Marina pensait légitimement que son cœur était réduit en cendres, incapable de battre à nouveau, mais la vie, dans son immense et mystérieuse imprévisibilité, lui a offert une chance inespérée de guérison en la personne de Léon Schwarzenberg. Ce n'était pas un artiste torturé cette fois, ni un poète maudit, mais un homme de science et de conscience, un éminent cancérologue qui avait consacré son existence à arracher des vies à la mort. Avec lui, Marina a découvert une forme d'amour qu'elle ne connaissait pas encore, un amour apaisé, mature, solide, comme un roc. Léon a été son ancre dans la tempête, celui qui a patiemment recollé, morceau par morceau, les fragments de son être brisé. Il a eu l'intelligence rare et la générosité d'accepter ses fantômes, de ne jamais être jaloux du souvenir omniprésent du géant russe, offrant à Marina un espace où elle pouvait enfin déposer les armes et respirer. Pendant plus de 20 ans, ils ont formé un couple uni, non seulement par la tendresse, mais aussi par une rage commune de justice. On les a vus ensemble sur le terrain, loin des tapis rouges, défendant les sans-papiers, les mal logés, utilisant leur notoriété pour donner une voix aux sans-voix. Léon était son héros du quotidien, sa preuve vivante que le bonheur pouvait encore fleurir sur un champ de ruines. Marina se croyait enfin à l'abri, protégée par cet homme qui connaissait tous les secrets du corps humain et de la maladie. Elle pensait avoir payé son tribut au malheur. Pourtant, le destin semble parfois s'acharner sur certaines âmes avec une précision chirurgicale terrifiante, comme s'il voulait tester jusqu'où peut aller la résistance humaine. L'ironie fut d'une cruauté sans nom, digne d'une tragédie grecque. Léon, le grand médecin qui avait passé sa carrière à combattre le cancer, a été frappé en plein cœur par le mal même qu'il avait tant combattu. Marina a dû assister, totalement impuissante, à l'agonie lente de son sauveur. Elle a vu l'homme fort s'affaiblir, la science s'avouer vaincue face à la fatalité. Elle a tenu sa main jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que la maladie l'emporte définitivement en 2003. Cette nouvelle perte n'était pas juste un deuil de plus, c'était le coup de grâce. En perdant Léon, elle perdait sa boussole, son équilibre, sa raison de rester debout. Elle se retrouvait de nouveau seule dans leur grand appartement parisien, soudain devenu trop vaste, entourée d'un silence assourdissant. Et c'est là, dans l'ombre grandissante de cette solitude absolue, qu'une nouvelle menace a émergé. Un ennemi intérieur qu'elle avait toujours méprisé et qui l'attendait patiemment pour l'engloutir. C'est ici que l'histoire de Marina Vladi prend une tournure d'une tristesse vertigineuse et révèle une facette humaine, terriblement humaine, que le public n'avait jamais soupçonnée, celle qui avait passé la moitié de sa vie à combattre les démons de l'alcool et de la morphine chez Vladimir Vysotsky, a fini, par une ironie tragique du sort, par ouvrir la porte à ce même ennemi. Dans le silence glacé de son veuvage, après la disparition de Léon, Marina a sombré, elle, la femme forte, la statue de marbre que rien ne semblait pouvoir ébranler, a commencé à chercher le réconfort illusoire au fond des bouteilles. Elle tentait de noyer un chagrin trop immense pour un seul cœur, une douleur qui la rongeait chaque soir lorsqu'elle se retrouvait face au portrait de ses disparus. C'est une vengeance amère de la vie qui a transformé la gardienne sobre en une âme en déroute, vacillant seule dans une maison devenue un mausolée, remplie de fantômes qui lui chuchotaient sans cesse les noms de ceux qu'elle avait perdus. Elle a touché le fond de la solitude absolue, souffrant de ce que l'on appelle le syndrome du survivant. Pourquoi était-elle encore là, à respirer, à vieillir, alors que les hommes brillants qu'elle aimait étaient tous sous terre? Ses seuls compagnons fidèles durant cette traversée du désert furent ses chiens, ces êtres qui ne la jugeaient pas lorsqu'elle s'effondrait sur le tapis, ivre de malheur. Mais Marina Vladi possède une force vitale qui dépasse l'entendement, une flamme intérieure qui vacille mais ne s'éteint jamais totalement. Elle a compris qu'elle était en train de mourir à petit feu, étouffée par le poids de son propre passé. Pour survivre, elle devait poser un acte radical, violent, irréversible.
En 2015, elle a pris la décision stupéfiante de vendre tout ce qui la rattachait à sa légende. Elle a organisé une vente aux enchères historiques, dispersant aux quatre vents les reliques sacrées de sa vie, le masque mortuaire en bronze de Vysotsky, ses manuscrits raturés, les bijoux offerts par amour, les photos dédicacées et ce fameux ticket de métro portant le dernier poème. Tout a été mis en vente, le monde a crié au scandale. Certains puristes l'ont accusé de brader la mémoire d'un génie pour de l'argent. La traitant de veuve joyeuse ou cupide, il n'avait rien compris à la détresse d'une femme qui se noyait. Ce n'était pas une vente commerciale, c'était une amputation vitale. Marina a utilisé une métaphore bouleversante pour expliquer son geste. Elle a dit qu'elle devait lâcher du lest pour que sa montgolfière ne s'écrase pas au sol. Elle ne voulait plus être la gardienne d'un musée poussiéreux. Elle voulait vivre en se séparant de ces objets chargés de douleur. Elle a repris le contrôle de son destin, refusant d'être seulement la veuve professionnelle qui pleure éternellement dans le noir. Elle a quitté la grande maison des souvenirs pour un appartement plus modeste, emportant avec elle la seule chose qu'on ne pouvait pas vendre, la mémoire vivante de ses amours, celle qui est gravée dans son cœur et non sur des objets. Elle s'est relevée, chancelante mais libre, prête à affronter le dernier acte de sa vie avec une paix retrouvée, ayant payé le prix fort pour sa liberté. Aujourd'hui, à l'aube de ses 87 ans, Marina Vladi a finalement trouvé cette paix insaisissable qui la fuit si longtemps. Elle vit désormais loin du tumulte des tapis rouges et des flashs aveuglants, entourée de la seule présence réconfortante de ses chiens fidèles et du chant de ses canaris. Dans une sérénité qu'elle a payée au prix fort, elle n'est plus seulement la sorcière ensorcelante qui a fait rêver l'Europe, ni uniquement la veuve tragique de la Russie soviétique. Elle est enfin redevenue simplement Marina. Une femme qui a osé regarder ses cicatrices en face, qui a traversé le feu des projecteurs et la glace du deuil pour se retrouver elle-même. Son histoire n'est pas seulement celle d'une actrice célèbre, c'est le récit universel et poignant de la résilience humaine face à la brutalité de la perte. Si elle a choisi de briser le silence au crépuscule de sa vie et de révéler ses failles les plus intimes, ce n'est pas pour chercher la pitié, mais pour reprendre le pouvoir sur sa propre légende, en nommant ses douleurs, en avouant sa chute et son redressement. Elle a vaincu ses derniers ennemis, l'oubli et l'hypocrisie d'un monde qui préfère souvent les idoles mortes et muettes aux femmes vivantes qui vieillissent et qui parlent. Elle nous force à nous poser cette question dérangeante. Sommes-nous prêts à accepter que nos icônes soient aussi fragiles que nous? Marina a choisi la vérité, aussi crue soit-elle. Elle nous a appris que la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever, de vendre les reliques du passé s'il le faut, pour continuer à chanter tant que le cœur bat encore. Le ticket de métro est vendu, les masques de bronze sont partis, mais l'essentiel demeure intact, ce qui reste quand la beauté s'estompe et que les grands amours sont partis. C'est cette voix libre et indomptable qui résonne encore dans le cœur de ceux qui savent écouter. Marina Vladi a cessé d'être la gardienne d'un cimetière pour redevenir l'actrice principale de sa propre vie. Elle ne demande plus à être adorée. Elle demande simplement à être comprise et nous, spectateurs de ce destin extraordinaire, nous avons le devoir de porter son message. L'amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme pour nous permettre de survivre. Merci d'avoir partagé ce voyage émotionnel avec nous sur Icônes et Silences. Si l'histoire de cette survivante a touché votre âme, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour découvrir d'autres destins fascinants que l'histoire a tenté d'oublier. Nous sommes ici pour donner une voix au silence. À bientôt pour une nouvelle légende.